Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marc-Claude Forget, je suis chef de division communication, gestion des talents et culture organisationnelle et je serai la maître de cérémonie aujourd'hui. C'est un immense plaisir de vous accueillir enfin, finalement, parce que comme vous savez, c'est notre troisième tentative pour organiser cet événement-là aujourd'hui. On a beaucoup joué avec vos agendas depuis l'automne dernier, alors merci énormément d'avoir répondu à l'invitation. L'objectif initial de ce discours est de présenter ce qu'on appelle la feuille de route 2021-2024, donc les priorités, les mandats, les objectifs à atteindre pour bâtir cette communauté, ce Grand Montréal, cette communauté qu'on veut compétitive, attractive, solidaire et responsable. Mais la beauté de la chose avec le report de l'événement, c'est que cette équipe d'élus sont maintenant au travail depuis 7 mois. Vous verrez donc à quel point ils ont réussi à faire avancer des dossiers, à déposer des projets concrets, comme des règlements de contrôle intérieur, des politiques métropolitaines toujours accompagnées d'actions concrètes, une plateforme consultative qui permet aux citoyens d'avoir une voix sur les projets et les enjeux métropolitains, de l'acquisition de milieux naturels. Bref, énormément de travail a été fait depuis l'automne. Même s'ils travaillent ensemble depuis à peine quelques mois, les élus de la CMM, qui représentent quand même la moitié du Québec, ont prouvé qu'ils ont la capacité à relever des défis régionaux de taille. C'est une équipe passionnée, unie par des objectifs communs, déterminée à changer les choses. Une équipe qui s'est misée sur les forces de chacun pour servir des intérêts collectifs et donc pour conduire, mais je dirais surtout pour réussir, la transition écologique du territoire métropolitain. Je vous présente donc les élus ainsi que la présidente de la CMM, et donc les élus qui l'accompagnent, ceux qui ont bien en main cet important mandat pour les 4 prochaines années. Donc, mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre présidente Valérie Plante, le directeur de la CMM et les élus qui représentent les 82 villes du Grand Montréal. Je vous les présente donc à l'instant. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et vice-présidente du comité exécutif de la CMM. Ludovic Grisé-Farah, maire de Saint-Bruno de Montarville. Jean Martel, maire de Boucherville. Stéphane Boyer, maire de Laval et membre du comité exécutif de la CMM. Malheureusement, M. Boyer ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Sandra Elou, membre du conseil de la ville de Laval. Yannick Langlois, membre du conseil de la ville de Laval. Martin Danfous, maire de Varennes et également membre du comité exécutif de la CMM. Patrick Marcaisse, maire de Carignan. Lise Michaud, mairesse de Mercier. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion. Monsieur Pilon ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Donc, on poursuit avec Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et également membre du comité exécutif de la CMM. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche. Éric Westram, maire de Rosemère, qui ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui. Dominique
Véronique Olivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et également membre du comité exécutif de la CMM. Sylvain Ouellette, membre du Conseil de la Ville de Montréal et membre du comité exécutif de la CMM. Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et également membre du comité exécutif de la CMM. Richard Deschamps, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Michel Gibson, maire de Kirkland. Nathalie Goulet, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Laurence Lavigne-Lalonde, membre du Conseil de la Ville de Montréal, mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. François Limoges, membre du Conseil de la Ville de Montréal, maire de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Peter McQueen, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Jérôme Normand, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Jocelyn Posé, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Marie Plourde, membre du Conseil de la Ville de Montréal. Je vous présente maintenant les présidents de commission et du comité consultatif agricole. Donc, Mme Plourde, qui est déjà assise, qui est présidente de la commission de l'aménagement et de la mobilité. Doreen Assad, présidente de la commission du développement économique, des finances et de l'emploi et mairesse de Brossard. Alexandre Warnett, président de la Commission de l'environnement et de la transition écologique et membre du Conseil de la Ville de Laval. Chloé Hutchison, présidente de la Commission de la culture et du patrimoine et mairesse de Hudson. Guillaume Tremblay, qui est déjà assis puisqu'il est également membre du Conseil, donc président de la Commission de l'habitation et de la cohésion sociale. Marilyn Nadeau, présidente du comité consultatif agricole et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Je vous présente maintenant Massimo Iadoni, directeur général de la CMM. Et accueillons enfin la présidente et mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Ben, bonjour tout le monde! Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur d'être avec vous et de sentir votre énergie. Ça nous fait du bien à nous tous et toutes. Et quand je dis nous tous et toutes, je vous parle de la grande communauté de la CMM parce que tout le travail qui est abattu. Puis en plus, on a de belles nouvelles et de beaux projets à vous présenter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez de nommer plusieurs personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Bien sûr, l'ensemble des membres du conseil d'administration de la CMM. Mais également, on a de la belle visite aujourd'hui, Mme Chantal Rouleau, qui est la ministre responsable de la région métropolitaine. Bonjour, Mme Rouleau. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Et je sais que dans la salle, il y a également des élus, n'est-ce pas, de la Ville de Montréal, mais de d'autres villes également. Il y a beaucoup de fonctionnaires également des différentes municipalités, la société civile et également des groupes qui font un travail remarquable et qui soutiennent et qui appuient par leurs travaux dans leurs sphères respectives les réflexions et le travail qui est fait par la CMM, et vous me permettrez également de saluer les équipes de la CMM qui font un travail remarquable, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, justement, pourquoi on est ici aujourd'hui? Bien, pour se rappeler tout le travail qui a été fait, j'ai envie de vous dire, dans la dernière année, dans les 4 dernières années, parce que c'est un discours qu'on dit inaugural, n'est-ce pas? Alors, c'est le début du mandat de ces 4 prochaines années. On vous donne sur quoi on va travailler, mais également ce sur quoi on a travaillé. Mais n'oublions pas qu'en 2021, on a célébré le 20e anniversaire, les 20 ans de la CMM. Et là-dessus, j'aimerais ça qu'on puisse applaudir tout le travail qui a été fait. À cause de la pandémie, ben, c'est un petit peu, ça a été plus tranquille, on va dire ça comme ça. Mais Massimo et moi, Monsieur le directeur général, oui, Monsieur Yezzoni, à côté. Ah, voilà. Alors, Massimo et moi, on s'est dit qu'il faudrait bien faire un party. Alors, parce que c'est assez impressionnant tout ce qui a été fait. Donc, le défi qu'on nous a donné à l'époque, et c'est pour ça que je veux revenir 20 ans en arrière, là. Le défi à ce moment-là, c'était celui de travailler ensemble. Et je parle de 82 municipalités dans la grande région métropolitaine qui ont des réalités souvent bien différentes les unes des autres. Bien, il fallait être extrêmement visionnaire pour rassembler les villes de la région à l'intérieur d'une même instance. Et c'est ça, la CMM. J'ai envie de dire qu'il fallait être précurseur. Puis aujourd'hui, avec toutes les victoires que la CMM a concrétisées, je pense que c'est clair pour tout le monde, la CMM parle d'une seule voix, que ce soit pour le transport, pour l'habitation, l'environnement ou encore l'aménagement du territoire. La CMM a une vision commune et concrétise des gains concrets, malgré, comme je le disais, que nos réalités soient souvent très différentes. On se parle, on arrive à des avancées majeures. Et je pense, par exemple, à l'adoption, bien sûr, c'est notre accomplissement le plus fort, bien qu'il y en ait bien d'autres, c'est l'adoption du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Nous, on l'appelle le PMAD, c'est son petit nom, qui a été adopté il y a 10 ans déjà. Et ça, il aura fallu 10 ans de travail pour en arriver à l'adoption de ce plan qui est maintenant, qui demeure notre feuille de route, notre carte pour pouvoir accomplir ce qui est nécessaire pour que la région métropolitaine de Montréal se démarque et soit forte et, j'ai envie de dire, qu'elle puisse compétitionner avec les autres régions métropolitaines du Québec, mais j'ai envie de vous dire surtout du Canada et partout à travers le monde. J'ai envie de vous dire également que des innovations comme le PMAD, eh bien, non seulement c'est bon pour la région métropolitaine, mais c'est bon pour tout le Québec. Les défis, par contre, restent nombreux et je vais vouloir vous en parler également. C'est très important d'être unis parce que les villes, on le sait, on est au front. On est au front ensemble, puis nos enjeux n'ont pas de frontières, excusez-moi. Que ce soit la crise de l'abordabilité qui affecte toutes nos populations, que ce soit le financement de nos sociétés de transport, que ce soit le sentiment de sécurité qu'on doit préserver, que ce soit la création de nouveaux projets de transport structurants ou encore la diminution des GES ou la gestion de nos cours d'eau. Ce sont tous des sujets, des enjeux importants et on doit justement les travailler ensemble parce que ça ne s'arrête pas, tous ces enjeux-là, à la limite de chacun de nos territoires. Et c'est donc grâce à notre travail au sein de la CMM qu'on va être capable de trouver des solutions qui, j'ai envie de vous dire, sont des enjeux pas juste de la région métropolitaine, ce sont des enjeux de société. Alors assurément, on a un important mandat à nos portes et le leadership qu'on prend dans chacun de nos dossiers doit servir à accélérer la transition écologique parce qu'on n'a plus de temps à perdre. On le sait, la population nous le dit, c'est maintenant ou jamais. Puis oui, on en a du pain sur la planche. On le voit partout dans le monde, les feux de forêt, les inondations, les îlots de chaleur. Et quand ces événements-là se produisent, ce sont les villes qui sont au front. On doit assurer l'adaptation de nos communautés au changement climatique. Et pour la CMM, ça doit s'opérer de façon transversale. Ce sera d'ailleurs l'objet du plan métropolitain de lutte contre les changements climatiques sur lesquels la Commission de l'environnement et de la transition écologique travaille actuellement.
Pour réussir, on doit créer des milieux de vie durables, avec une offre suffisante de logements sociaux et abordables, un aménagement et une densification intelligente du territoire et, bien entendu, du transport actif et collectif. Alors, commençons par l'habitation. On le sait, on le voit partout, les défis sont colossaux. Depuis le début de la pandémie, les gens ont de la difficulté à se trouver un logement qui respecte leur capacité de payer. Il y a pas moins de 200 000 ménages locataires à faible revenu qui ont de la misère à se trouver du logement. Puis ça, c'est pas juste à Montréal, ça dépasse largement les frontières de Montréal et mes collègues, tout le monde, on en parle. Ça affecte toutes les villes, les grandes, les moyennes et les petites de la communauté métropolitaine de Montréal. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour nous, évidemment, parce qu'on la voit, cette détresse-là, encore une fois, à nos portes, sur nos territoires. Heureusement, la CMM, elle agit. Et depuis 2001, les villes de la CMM ont versé plus de 730 millions dans un fonds dédié à l'abordabilité. Bien, on sait qu'il faut en faire plus. Et c'est pourquoi on a adopté une déclaration pour améliorer l'accès de la propriété aux logements abordables et aux logements sociaux. Et aussi qu'au début mai, on a publié un portrait exhaustif de l'habitation dans le Grand Montréal qui propose des pistes d'action très concrètes pour répondre aux défis de l'abordabilité. Parce que ça, c'est une des forces de la CMM, c'est de documenter, d'aller chercher de la data, parce qu'on sait bien que c'est sur de l'information probante, des faits probants, que l'on peut agir de façon efficace. Mais évidemment, l'habitation, c'est une compétence qui est partagée. On a besoin du gouvernement du Québec pour répondre aux besoins criants de nos villes qui représentent, il faut le rappeler, la moitié de la population du Québec. On a déjà vu une belle avancée à l'UMQ quand le gouvernement du Québec a annoncé l'élargissement du droit de préemption aux municipalités. C'est une très, très bonne nouvelle. Et on l'invite maintenant à le faire pour les communautés métropolitaines qui doivent pouvoir agir dans leur champ de compétences. Ces outils-là et bien d'autres vont avoir des impacts majeurs sur notre capacité à assurer l'abordabilité et à protéger l'environnement. Un autre sujet que j'ai envie de vous parler, c'est d'aménagement et de densification. Des milieux de vie durables, ça passe aussi par une densification intelligente. D'ailleurs, la densité fait de plus en plus consensus au sein du monde municipal et même chez les promoteurs immobiliers. Au sein de la CMM, le dernier bilan du PMAD démontre bien que c'est une réussite. La preuve, depuis son entrée en vigueur en 2012, la densification s'est concrétisée dans l'ensemble du territoire métropolitain. Montréal, Laval, Longueuil et la grande majorité des MRC ont déjà atteint leur cible de densité visée pour 2031. C'est une excellente nouvelle. L'objectif d'orienter 40 des nouveaux ménages dans les aires TOD a déjà été atteint, si bien qu'avec l'arrivée du REM, on a rehaussé cet objectif à 60 D'ailleurs, le programme d'aide à la conception des aires TOD a financé 45 projets de milieux de vie durables et je suis heureuse de vous confirmer ce matin que ce programme-là va rester parce qu'il marche. Maintenant, on sait que l'aménagement du territoire de la CMM doit se faire en complémentarité avec les régions qui l'entourent. La densification, ce n'est pas un frein au développement des régions périphériques de la CMM. Au contraire, on veut renforcer nos liens, notamment avec le transport collectif. L'élaboration de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire présentée par le gouvernement du Québec des affaires municipales et de l'habitation, présentée il y a de cela une semaine ou deux, il me semble que c'est une semaine, est un pas dans la bonne direction. Mais le plan d'action qui va suivre est absolument, va être névralgique, ça va être le nerf de la guerre. Alors, on souhaite que le plan d'action propose des règles d'aménagement communes pour la CMM et son pourtour, en plus de mesures concrètes pour freiner l'étalement urbain. Aménager des milieux de vie de qualité passe aussi par le développement culturel et la protection et la mise en valeur du patrimoine. C'est pour cette raison qu'on accueille si bien cette vision qui a été partagée par le gouvernement du Québec. Et je suis très fière de dire que nous avons créé une nouvelle commission culture et patrimoine qui, justement, va permettre à la CMM d'élaborer un plan métropolitain complet. C'est un pas que nous souhaitions franchir il y a longtemps et on souhaite vraiment que la région puisse profiter entièrement d'une réflexion globale en matière culturelle. Mais, évidemment, la condition pour bien densifier, bien, on va se le dire, c'est le transport. Les milieux de vie durables doivent compter sur un réseau de transport structurant parce que c'est ça le meilleur outil pour diminuer les GES.
mais pour plusieurs territoires et municipalités, et en particulier les couronnes nord et sud, le réseau de transport est insuffisant, voire complètement caduc. On a la responsabilité de résoudre ce problème-là et de développer un réseau efficace qui va être capable de déplacer les gens aux 4 coins de la CMM. Et c'est exactement pour ça que la Ville de Montréal a décidé de modifier le projet pour inclure le projet du REM 2.0, le REM de l'Est, pour inclure l'Est de la Rive-Nord de Montréal, qui est si mal desservie, ce que le ministre François Bonnardel et Mme Rouleau ont accepté d'étudier, et je vous en remercie. Le gouvernement a aussi confirmé le financement de la ligne bleue, les SRB à Laval et le prolongement d'un mode structurant dans l'axe de la ligne orange-ouest. Et ça aussi, ce sont de bonnes nouvelles. Et la RTM poursuit ses études de la ligne rose vers la Chine et la CDPQ Infra travaille aux liens structurants de la Rive-Sud. Donc, enfin, les projets de transport collectif avancent. Mais soyons clairs, il faut accélérer le développement de ces projets. On est pas mal en mode rattrapage. Pour y arriver, on le sait, ça va prendre des investissements substantiels en transport collectif. Les municipalités ont besoin de nouvelles sources de revenus pour faire face à l'augmentation du coût de leur contribution, qui est plafonnée à 30 % en vertu de la politique de financement de la RTM. On va également revenir sur l'importance de diversifier les sources de revenus, entre autres via la SAAQ, qui commence et que l'on souhaite, comme ça avait été mentionné précédemment, que la SAAQ puisse commencer à percevoir dès janvier 2023 la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Rappelons que cette taxe existe déjà pour Montréal et que c'est une source de revenus fort intéressante. Cette nouvelle source de revenus-là que nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme, estimée à plus de 100 millions par année, doit débloquer et le gouvernement et la SAAQ doivent trouver une solution à ce problème pour justement pouvoir diversifier et trouver des solutions en lien avec le financement du déficit structurel en transport collectif. D'autres avenues devraient également être envisagées. Nous, on aime ça, réfléchir à l'extérieur de la boîte, afin d'assurer un financement équitable du transport en commun. Et on a très hâte de rencontrer le ministre des Transports pour trouver des solutions au déficit structurel. En plus du transport collectif, on doit aussi miser sur le développement des modes de déplacement actifs, notamment la marche et le vélo. Et ça, on le voit aussi que nos populations locales en raffolent. On doit être ambitieux. On a l'objectif de développer le meilleur réseau cyclable en Amérique du Nord. La région métropolitaine a déjà plein de tronçons cyclables magnifiques et fort pertinents. Et je pense qu'on a tout intérêt comme collectivité à s'assurer qu'ils justement ils sont bien connectés et qu'on vient toujours bonifier l'offre de transport actif dans notre belle région métropolitaine. Je pense entre autres au sentier cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire, la future promenade fluviale sur la digue de la voie maritime. Je vous en donne quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, mais qui montrent justement l'intérêt et la pertinence d'avoir une réflexion métropolitaine sur le transport collectif et actif. Maintenant, je vais vous parler des milieux naturels et des espaces verts, un sujet très important. On le sait, ils sont les piliers de la transition écologique. Et je pense que beaucoup d'entre vous le savez, mais on a un objectif. Notre objectif est de porter à 17 % la superficie des milieux naturels protégés dans le Grand Montréal. C'est un 17 %, c'est bien, mais idéalement, honnêtement, il faut aller plus loin. Et je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter, on n'a plus de temps à perdre et je sais que c'est encore une fois une opinion qui est partagée. Il faut agir et il n'y a pas un meilleur endroit qu'à la CMM avec cette concertation que nous avons pour pouvoir avoir des objectifs toujours plus ambitieux en matière de protection des espaces verts. Le 28 avril dernier, le Conseil a posé un geste historique en adoptant le règlement de contrôle intérimaire sur les milieux naturels. Au total, 53 435 hectares de milieux naturels vont faire l'objet de mesures de conservation. Ça représente 22,3 % du territoire du Grand Montréal. Ça équivaut grosso modo à l'île de Montréal au grand complet. Ce n'est pas tout. Ce matin, le Conseil a franchi une autre étape en favorisant la reconversion et la renaturalisation de terrains de golf en espace vert. Alors, on est en marche et c'est une bonne nouvelle. Ces deux règlements de contrôle intérimaire sont des succès collectifs
dont on peut être extrêmement fier. Je ne serais pas surprise que d'autres régions du Québec s'en inspirent pour protéger leur milieu naturel et leurs espaces verts, et c'est tant mieux. Tant mieux si on peut ouvrir la voie et inspirer d'autres municipalités à emboîter le pas. Mais il ne faut pas oublier que l'acquisition des milieux naturels représente un défi de taille pour les municipalités. Un très gros défi. Ça nécessite des investissements qui sont souvent trop importants par rapport à la capacité des villes de payer. Sur ce plan, nous avons déjà fait une avancée majeure puisque le gouvernement du Québec s'est récemment engagé à réformer la loi sur l'expropriation. C'est une excellente nouvelle. Mais il faut aller encore plus loin et c'est pourquoi le programme d'aide financière de la trame verte et bleue du Grand Montréal est essentiel. Pour vous donner une idée, ce programme-là de la trame verte et bleue a déjà réussi à financer plus de 150 projets de protection et de mise en valeur dans la région métropolitaine. Et en plus, ces projets-là permettent à la population d'avoir accès à ces espaces verts, ces espaces naturels. Alors évidemment, eh bien, nous souhaitons que le gouvernement du Québec renouvelle son financement et renouvelle sa confiance envers cette grande volonté de la CMM envers la protection des milieux naturels. En plus de ces actions pour accroître la superficie du territoire protégé dans le Grand Montréal, la CMM va agir sur d'autres fronts pour préserver nos milieux naturels et nos espaces verts de la dégradation et de la perte de leur biodiversité. La CMM vient d'ailleurs de clore une consultation sur les collines montérégiennes et d'Oka, reconnues pour leurs grandes valeurs emblématiques, naturelles et patrimoniales. Donc, on agit sur plusieurs fronts. On va aussi poursuivre nos efforts pour encourager une meilleure gestion des matières résiduelles et la réduction à la source avec une révision du plan. La CMM va aussi continuer d'agir à travers des appels à l'action, comme on l'a fait pour la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique. Ça a marché parce que plusieurs municipalités ont embarqué dans le bannissement des sacs d'emplettes et d'autres se sont engagés à interdire des articles de plastique à usage unique. Aussi, à Montréal et à Mirabel, on a même limité la distribution des circulaires et je sais que d'autres administrations songent à emboîter le pas. On est très fiers de ce mouvement et on va définitivement continuer d'incarner un leadership environnemental fort. Pour assurer la transition écologique, il nous faut un autre élément fondamental et ça, c'est une zone agricole protégée et mise en valeur. La pandémie nous a bien montré l'importance de la sécurité et de l'autonomie alimentaire. La CMM a mis sur pied en 2020 la table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. Ça a permis de lancer 11 projets qui touchent l'accès à une saine alimentation et le gaspillage alimentaire. On a aussi mis sur pied, avec le gouvernement du Québec, un programme qui compense les 19 municipalités rurales et qui permet de réduire la pression sur des sols à fort potentiel agricole. Ce programme est doté d'une enveloppe de 20 millions sur 4 ans et on veut le renouveler pour 5 ans encore. Mais d'autres outils sont nécessaires. La CMM demande à être habilitée pour favoriser la remise en culture des terres en friche et on souhaite également avoir des leviers réglementaires pour obliger les propriétaires à remettre ces espaces en culture. Évidemment, pour accélérer le changement vers une économie plus productive, plus inclusive et plus verte, on va se doter d'un nouveau plan métropolitain de développement économique vert qui sera dévoilé dès l'automne prochain. Dans les prochains mois, nous aurons plusieurs occasions pour rappeler l'importance de la CMM et de ses priorités. Vous savez, en début d'allocution, je vous disais que quand la CMM fait des gains, c'est tout le Québec qui gagne. Le plus bel exemple, c'est le RCI sur la protection du territoire. Parce que grâce à ce règlement-là, on va atteindre nos cibles de protection ici, dans la région métropolitaine. Mais on va également contribuer de façon importante à l'atteinte des cibles du gouvernement du Québec. La CMM est en marche pour réussir la transition écologique sur son territoire et pour y arriver, elle a besoin du soutien du gouvernement du Québec. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a une très bonne nouvelle à nous annoncer aujourd'hui. Pour nous en parler, je vous invite à accueillir chaleureusement la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau.
quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui, invité à votre party. Merci beaucoup, Valérie, mairesse de Montréal et présidente de la CMM. Merci beaucoup, Massimo, le populaire Massimo. Et puis, je veux saluer tous les élus de la CMM et qui sont ici, vous tous là, qui êtes ici aujourd'hui. Je suis vraiment très, très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors qu'il y a un sujet très important qui nous tient à cœur tous et sur lequel nous travaillons tous de manière très, très, très importante et à tous les niveaux de paliers gouvernementaux et qui nécessite que nos actions soient évidemment concrètes et unies, et c'est la question de l'environnement. Les tout récents rapports du GIEC nous le démontrent encore et encore et encore. Il faut que nous puissions agir ensemble, et cela sans tarder. On doit contrer, on doit non seulement contrer, on doit aussi s'adapter au changement climatique et effectuer ce virage vert. Et je suis d'avis que la métropole, que la région métropolitaine ont tous les atouts pour le faire et que nous devons continuer à avoir ensemble un rôle de leader. Et jusqu'à présent, ensemble, le gouvernement du Québec et les acteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, bien, on a réussi à réaliser de belles choses. Je pense, excusez ma voix, vous savez, on est en train de sortir de cette pandémie, là, tranquillement. Alors, on se donne la main, on s'embrasse, et puis voilà, le rhume, s'est emparé de moi. Alors, je pense d'emblée aux nombreux projets que nous avons soutenus partout dans le Grand Montréal, grâce, par exemple, à la trame verte et bleue. Nos efforts conjugués nous ont permis d'acquérir des îles, d'aménager des sentiers, des observatoires, protéger des milieux naturels, créer des plages, dont celle de l'Est, et le tout dans un contexte urbain. Et, par exemple, le ruisseau de Feu à Terrebonne est devenu un milieu humide qui est aujourd'hui l'un des plus prisés par les amateurs d'observation des oiseaux. Et on parle même d'un des projets de restauration les plus spectaculaires. Avec ces aménagements aux quatre coins de la région métropolitaine, on met en valeur des initiatives vertes au bénéfice de la planète et des citoyens. Je pense aussi à nos projets de transport collectif et Mme la mairesse en a parlé largement, mais je vais me permettre de renchérir encore sur ce sujet parce que ces projets de transport collectif vont nécessairement inciter les gens à délaisser l'auto-solo. Et d'abord, il y a le prolongement de la ligne bleue que nous avons livré il y a quelques mois en termes budgétaires, un projet optimisé de 5 stations jusqu'à Anjou et qui permet maintenant d'avoir des éticules à l'est et à l'ouest de l'autoroute 25, ce qui vient briser ce mur dans l'est de Montréal de l'autoroute 25 et d'offrir de nouvelles perspectives de transport collectif. Évidemment, le SRB P9 qui est en réalisation et qui sera en opération dans quelques mois. Une autre belle réalisation. Et puis, bien sûr, ce mode de transport structurant de type REM qui s'en vient dans l'est et le nord-est de la région de Montréal pour offrir une mobilité renouvelée nécessaire pour répondre aux défis du 21e siècle. Et à l'heure où il y a plus de plaques d'immatriculation de voitures dans le Grand Montréal qu'il y en avait avant la pandémie,
je suis absolument convaincu que la bonification de l'offre de transport collectif est vraiment la solution qui s'impose. Notre gouvernement n'a pas que l'intention d'améliorer le transport collectif. On souhaite aussi également que ces transports soient électriques. Et à ce titre, je veux souligner que nous avons autorisé la Société de transport de Montréal à être mandataire pour 8 autres sociétés de transport et EXO en vue de procéder à l'achat regroupé de 1229 autobus urbains électriques. C'est le plus important projet d'acquisition d'autobus électriques urbains en Amérique du Nord. Alors, la preuve que nos efforts communs se trouvent aussi dans l'annonce récente que nous avons faite avec mon collègue, veuillez m'excuser, mon collègue Benoît Charette. Nous avons octroyé à la Ville de Montréal 117 millions de dollars pour qu'elle intensifie ses actions en matière de lutte au changement climatique. Par exemple, en installant 800 nouvelles bornes de recharge publique pour les véhicules électriques, en décarbonisant son parc immobilier pour les travaux de conversion dans une quinzaine d'édifices municipaux, en plantant des arbres, en créant des aménagements qui visent à protéger les citoyens contre les inondations et les îlots de chaleur et en installant, bien sûr, des infrastructures vertes. Je veux aussi rappeler que notre gouvernement a procédé à l'octroi de 100 millions de dollars à la Ville de Montréal pour la décontamination des sols dans l'est de Montréal. Une décontamination qui n'est pas uniquement une façon d'assurer le développement économique, mais c'est avant tout un geste environnemental de rétablissement de l'environnement. Et c'est un 100 millions qui s'ajoute à 75 autres millions que nous avons octroyés à la Ville pour l'entièreté de la métropole. Ce sont des exemples donc très forts de comment on peut mettre à profit nos champs de compétences et d'expertise pour effectuer ce virage vert qui est tellement nécessaire. À l'échelle du Québec, ma collègue André Laforêt a travaillé très fort avec mon autre collègue Nathalie Roy pour mettre sur pied la toute première politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, dont Mme la mairesse a parlé aussi. Une politique qui se décline en 4 axes. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population, des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec, un plus grand souci du territoire et de l'architecture dans l'action publique et un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole. Et c'est ce dernier axe qui est particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui. J'ai effectivement l'honneur de vous annoncer qu'une fois de plus, le gouvernement du Québec soutient les initiatives environnementales en reconnaissant comme conforme le règlement de contrôle intérimaire sur les milieux naturels que la CMM a adopté le 28 avril dernier. Je remets donc officiellement la lettre qui confirme cette décision du gouvernement envers la CMM.